La naissance d'un poulain est un moment vraiment extraordinaire. La nature est à l'œuvre et c'est une expérience inoubliable pour ceux qui peuvent y assister. Si on a la chance d'être témoin d'un tel événement, il est primordial de connaître les comportements et les besoins de la jument avant, pendant et après la mise bas. La période de gestation d'une jument est comprise entre 315 et 365 jours et le poulain reste dans le ventre de sa mère 340 jours en moyenne. À l'approche de la mise bas, on peut remarquer des changements de comportement chez la jument, signe que l'accouchement est imminent. La première des manifestations, la plus évidente aussi, est le gonflement des mamelles. Toutefois, dans certains cas, ce gonflement intervient parfois 10 jours avant la mise bas, tandis que chez d'autres juments, notamment les primipares, on ne note pas de gonflement particulier, et ce, même après l'accouchement. Deux ou 3 jours avant la naissance, on pourra remarquer au bout des mamelons l'apparition d'une substance blanche et cireuse, semblable à de la cire chaude. C'est un signe que la mise bas est toute proche. Il faut donc se préparer et rester attentif. Si l'on prend soin d'observer les autres changements, on notera alors quelques heures avant la mise bas que des gouttes de lait sortent des mamelons. Cela s'explique par la dilatation du canal vaginal qui ordonne au cerveau de commencer la production de lait. Et si le canal vaginal s'adapte pour recevoir le poulain et s'élargit pour le laisser sortir, la vulve elle aussi se dilate et s'agrandit. La jument cherchera sans doute à accoucher en liberté, ce à quoi elle a toujours été habituée. Dans ce cas, elle se mettra en quête d'un endroit sec, propre et au frais. Mais parfois, pour éviter les imprévus ou d'éventuelles complications, il est préférable de l'enfermer dans un box. C'est là qu'on attendra la mise bas, qui s'effectue presque toujours la nuit. Il est recommandé de choisir un box suffisamment grand, de 5 mètres par 5 au minimum, afin que la jument ait assez d'espace pour mettre bas sans aucune gêne. Il faut alors recouvrir le sol de grandes quantités de sciure ou de paille. Il est rare que la jument éprouve des difficultés à mettre bas. Ce sont surtout les propriétaires qui sont angoissés et qui veulent accélérer l'accouchement. Il faut cependant se préparer à d'éventuelles complications, surtout dans le cas de juments très fortes ou faibles. Juste avant la mise bas, on remarquera que la jument commence à s'allonger et à se relever, car elle cherche la bonne position et le bon moment. Ces mouvements permettent au poulain de se mettre lui aussi en position. C'est pourquoi il faut laisser la jument faire ce que bon lui semble sans intervenir. Les premières contractions violentes ont lieu au sol, et c'est le placenta qui apparaît d'abord. Il s'agit de la poche qui entoure le poulain dans la cavité abdominale. Très tendu, le placenta est sur le point de crever sous la pression constante de la jument et du poulain, qui pousse lui aussi pour sortir. Lorsque le placenta crève, il libère le liquide amniotique, qui lubrifie toute la zone. Pour assister la jument, l'homme peut parfois rompre lui-même le placenta, ce qui atténuera les douleurs et la fatigue naturelle due à la parturition. Les poussées continuent, et l'on pourra alors apercevoir les antérieurs du poulain qui salue ainsi le nouveau monde qui l'attend. Puis viendra la tête, avec le nez tourné vers l'extérieur, et ce bien qu'il ne respire pas encore d'air. En effet, il demeure lié à sa mère par le cordon ombilical. Pour cette raison, il faudra rester calme et laisser la mère agir, toujours sans intervenir. Les membres postérieurs du poulain apparaissent rarement en premier. Ce n'est pas un problème, car cela n'empêchera pas la naissance d'avoir lieu, mais il faudra redoubler d'attention car il est certain que cela rend l'exercice plus délicat. À la fin, la sortie du poulain s'accélère. La partie encore dans le ventre est entraînée par le poids du corps déjà à l'extérieur. Le poulain va se reposer quelques instants avant de faire ses premiers mouvements. La jument se redresse immédiatement et se penche sur le nouveau-né pour découvrir la source de tous ses efforts. À ce moment-là, le cordon ombilical se rompt et la jument et le poulain se séparent définitivement.
Le poulain peut alors respirer de lui-même, et il faudra pour cela vérifier que ses naseaux soient bien dégagés. En effet, ils sont parfois obstrués par des restes de placenta. Si tel est le cas, on peut alors lui venir en aide et nettoyer ses naseaux en évacuant les membranes qui s'y trouvent afin qu'il puisse respirer sans difficulté. Le placenta restant se détachera quelques heures après l'accouchement. En temps normal, il arrive parfois que la jument piétine le placenta et le déchire. Une petite partie du placenta peut alors rester coincée dans l'utérus et provoquer des risques d'infection. Pour éviter cela, on peut faire un nœud avec la membrane pour empêcher que le placenta ne touche le sol et que la jument ne le piétine. Ainsi, le placenta se détachera en entier et d'un seul coup. Presque immédiatement, la jument se met à lécher le corps de son poulain. Avec sa langue, elle caresse les pattes, les sabots, le cou, les côtes et la tête du poulain, ce qui stimule chez lui la circulation du sang. Elle maintient aussi de la sorte sa température corporelle et essuie son pelage. Les caresses de la jument sont si intenses qu'elles forcent le poulain à tenter de se lever pour échapper à toute cette fougue. Il tombera plusieurs fois avant d'être capable de rester en équilibre sur ses 4 pattes, ce qui en général advient dans les 2 heures qui suivent sa naissance. Il n'est pas nécessaire de l'aider ou de le maintenir, car ses cartilages sont mous et élastiques, et ses chutes ne provoqueront aucune fracture. Il faudra juste faire attention à ce qu'il reste bien éloigné des murs du box et qu'il ne se cogne pas la tête. Désormais, le poulain n'est plus enveloppé par les bruits, la douceur protectrice de l'eau et la température douillette du ventre maternel. Pour essayer de retourner d'où il vient, il s'approche du ventre et écoute alors les sons qui le berçaient, là où il trouve maintenant les mamelons qui contiennent son tout premier repas. Il cherche de la sorte à ne faire qu'un avec sa mère. En la tétant, il pense pouvoir se l'approprier sans avoir à la partager. Ça y est, il a pris son premier repas. Avec le premier lait, la jument transmet au poulain ses propres anticorps, indispensables à sa croissance. Chez certaines juments, le premier allaitement provoque des douleurs, car elles ont accumulé trop de lait et ressentent donc une gêne. C'est pourquoi certaines juments refusent ce premier allaitement et tentent de donner des coups de sabot à leur poulain. Comme nous l'avons déjà vu dans un autre chapitre, il peut arriver qu'une jument jalouse tente de s'accaparer le poulain, ce qui fait naître des conflits dans le groupe. C'est aussi pour cela qu'il faut prêter une attention toute particulière au poulain et à sa mère, afin d'éviter les soucis en tout genre et d'assurer la tranquillité du groupe. La passion pour les chevaux est un sentiment difficile à maîtriser ou à refouler. Personne ne sait vraiment quelles sont les raisons qui nous poussent à admirer ces animaux et à les aimer aussi fort. Poussés par cette passion inexorable, nous décidons un beau jour d'acheter notre tout premier cheval. Et rien ne peut nous arrêter tant que l'on n'a pas satisfait notre désir. Mais sommes-nous vraiment prêts ? Savons-nous vraiment quel cheval nous convient et lequel nous voulons ? Ceux qui découvrent l'univers du cheval ont souvent déjà pris quelques cours d'équitation, participé à un entraînement et ont sans doute déjà lu quelques livres de médecine vétérinaire pour connaître les principales maladies du cheval et se familiariser avec les notions de premier secours. On pourra acheter la selle, choisir les bonnes protections, et même un van ou une remorque pour le transport. Mais nos connaissances sur le cheval seront-elles suffisantes pour ne pas se tromper lors de cette première acquisition ? Deux aspects sont fondamentaux lors de l'acquisition d'un cheval, le génotype et le phénotype. Le génotype est l'ensemble des antécédents génétiques qui composent le pédigré d'un cheval. Le père,
La mère et les générations antérieures, lorsqu'elles sont connues, nous permettent d'évaluer immédiatement les capacités dont notre cheval pourrait avoir hérité. Le phénotype est l'ensemble des traits observables du cheval, sa forme, son caractère et son comportement. Pour pouvoir établir un phénotype, il est nécessaire de connaître la fonction de chaque membre de l'animal. Cela va permettre de déterminer les aptitudes à développer pour la compétition. Si l'on connaît la séquence d'éruption et de croissance des dents, on pourra deviner l'âge du cheval qui se trouve devant nous. Grâce à la morphologie et à l'étude des formes, on peut découvrir a priori les raisons qui empêchent un cheval de connaître le succès. En premier lieu, certains types d'animaux s'adaptent mieux à certains sports, selon qu'ils sont brachymorphes, de forme arrondie, dolichomorphes, de forme longiligne, ou mésomorphes, de forme intermédiaire. Les premiers ont une prédisposition particulière pour la puissance, les seconds pour la résistance et les troisièmes pour les activités intermédiaires. Après avoir défini le type de cheval que nous recherchons, nous étudierons les détails. Il faudra tout d'abord observer la tête. Elle peut être large, fine, convexe, rectiligne, concave, longue ou courte. Les yeux peuvent être grands ou petits, et les oreilles longues ou courtes. Il est très important d'examiner les proportions, la forme et le regard, car ces éléments doivent nous plaire et être en harmonie avec le corps, témoin d'un caractère joyeux et d'une bonne santé. Ensuite, nous observerons le cou, en sachant bien que les encolures lourdes et courtes sont la marque de chevaux raides, tandis que celles plus légères et plus longues caractérisent les chevaux plus souples. Dans la plupart des races, on recherche un dos long, bien rattaché devant à un garrot sculpté et derrière à des reins si possible assez courts. L'inclinaison de la croupe du cheval nous montrera qu'il est fait pour les épreuves de vitesse, de puissance, de résistance et de saut ou pour des activités comme le trekking. L'épaule doit être musclée et de préférence en oblique. Les épaules courtes et droites empêchent le cheval d'effectuer des mouvements amples et souples. On remarque une musculature saillante chez les chevaux soumis à un entraînement. Toutefois, certains possèdent une puissance naturelle, sans avoir été entraînés. Pouvoir évaluer cette caractéristique va nous permettre de choisir des chevaux faciles à dresser. Il est indispensable d'étudier la structure osseuse car elle nous fournit des informations sur la fragilité, la beauté, la force ou la rusticité des chevaux. Le centre de gravité se trouve le long des os, qui permettent au cheval soit d'évoluer dans des espaces réduits, soit l'oblige à effectuer des mouvements plus larges afin de maintenir son équilibre. En outre, il est nécessaire de savoir étudier la façon de marcher des chevaux, d'après le célèbre dicton « pas de pied, pas de cheval ». On peut accepter certains défauts, mais d'autres nous obligent à écarter des chevaux qui, à première vue, semblent parfaits. On comprend donc pourquoi il est important pour un passionné de se familiariser avec les particularités du cheval avant de procéder à sa première acquisition. Nous essayons tout simplement de l'aider.
pur sang anglais est l'animal qu'on rencontre le plus souvent dans le monde du sport. Il s'agit d'une race créée par les Anglais au XVIIIe siècle, croisement de juments locales et d'étalons arabes. Le pur sang anglais est connu pour sa grande énergie. Il est courageux et n'abandonne jamais. Il est en général considéré comme un animal nerveux, sensible et au caractère difficile. Les juments, elles, sont plus dociles. C'est un cheval magnifique, dont le corps est longiligne et les contours très fins. Sa tête, ciselée, se distingue par son profil rectiligne. Ses facultés physiques s'ajoutent à une forte personnalité. Il est donc important que ces chevaux reçoivent les meilleurs soins dès leur naissance. La taille d'un cheval se mesure à partir du sol jusqu'au garrot, qui se trouve entre le col et le dos. La hauteur est la caractéristique qui varie le plus selon les races. Dans le cas du pur sang anglais, la taille au garrot varie d'1,50 m à 1,70 m. Ces caractéristiques physiques font de ce cheval un spécialiste des courses de courte, moyenne ou longue distance, même si nombre d'entre eux s'adaptent parfaitement à toutes les distances. Aujourd'hui, on les trouve même dans beaucoup d'épreuves qui ne sont pas exclusivement des courses de vitesse. La tête est bien proportionnée. Un long cou, un large front, de grands naseaux, des oreilles pointues et l'œil vif. La tête a une forme triangulaire, les mâchoires sont fortes et le museau fin. Quant aux yeux, il est préférable qu'ils soient marrons et de grande taille. Le regard d'un cheval de course est le reflet de son caractère. En général, les regards agressifs sont mauvais signes. Un cheval agressif ouvre grand les yeux et son regard est fixe. Ses yeux sont comme exorbités. L'encolure est fine là où elle rejoint la tête, ce qui facilite la manipulation du cheval. Mais le cou est robuste et bien attaché au corps, et son profil présente une ligne légèrement courbée dans sa partie supérieure et presque droite dans sa partie inférieure. La ligne dorsale ne doit être ni trop longue ni trop courte. Elle ne doit pas être trop décharnée, car une musculation trop faible menace l'intégrité physique et empêche la transmission des impulsions aux membres postérieurs. Le garrot, situé entre la fin du cou et le début du dos, doit être solide, musculeux et bien se détacher du dos. L'épaule est longue et puissante, avec une inclinaison d'au moins 60 degrés pour permettre aux membres de prolonger le corps le plus loin possible. Les épaules droites et courtes sont des défauts très gênants, en particulier pour des chevaux de course. Son thorax doit être large et profond. Le pelage est soyeux, court et brillant. La plupart des robes sont alezan brûlé, bai et gris pommelé. La peau est très fine et rend ces chevaux sensibles aux signaux de leur cavalier. Cette race couche depuis des siècles dans un box ou une écurie et a donc perdu sa résistance naturelle aux maladies. Pour atteindre son immense potentiel athlétique, cet animal a besoin d'une nourriture et de soins spéciaux dès sa naissance. L'une des particularités de cette race est la précocité. Le calendrier sportif exige des éleveurs qu'ils soient capables de faire courir des chevaux toujours plus jeunes. Lorsqu'on choisit un poulain, il faut donc tenir compte de plusieurs éléments: la morphologie, la structure osseuse et l'équilibre musculaire. Puis, on analyse ses éventuels antécédents cliniques et son état de santé.
Enfin, il faut disposer de son arbre généalogique. En ce qui concerne sa lignée, il faut essentiellement prendre en compte la branche maternelle. Car les poulains sont portés et élevés par les juments et leur caractère sera semblable à celui de leur mère. Il est important que l'avenir de l'animal soit clair et bien défini, car son choix est étroitement lié aux attentes qu'on a à son égard. Le pur-sang anglais est fait pour la compétition, mais son succès dépend de sa santé, des soins qu'on lui prodigue, de son alimentation et de la façon dont on l'élève. Le pur-sang anglais est la race sportive par excellence, et la vitesse est sa spécialité. Il a prouvé sa résistance lors d'épreuves d'endurance et possède toutes les qualités pour briller dans celles de saut d'obstacle. Si le cavalier sait le monter correctement, il aura entre ses rênes un animal docile et qui répond parfaitement à ses ordres. Il suffira alors d'un bon dressage et d'un bon entraînement pour en faire un parfait cheval de course, de saut ou de loisir. Le cheval est de plus en plus utilisé dans le monde, tandis que le stress est de plus en plus présent dans nos vies. Il faut donc en conclure que monter un cheval, à l'occasion d'une épreuve sportive, permet aux hommes de garder les pieds sur terre et contribue à atténuer leur stress. C'est peut-être parce que pour contrôler les chevaux, il faut d'abord se contrôler soi-même. Ce qui n'empêche pas, de temps en temps, de laisser libre cours à la vitesse, à la fantaisie et à l'adrénaline. Le barrel racing en est l'exemple parfait. Il s'agit d'un parcours avec une ligne de départ et la course est chronométrée dès lors que le cavalier s'élance. Le cavalier pourra s'élancer à grande vitesse en lançant son cheval quelques mètres avant la ligne de départ, mais seulement sur les parcours munis d'un tunnel ou d'un couloir. Une fois passé la ligne, le cavalier et son cheval partent sur la droite pour contourner le premier tonneau distant de 13 à 18 mètres et effectuer le tour à main droite. Une fois achevé ce tour, le cavalier relâchera un peu la bride, fera accélérer le cheval avec ses jambes pour prendre de la vitesse sur la ligne droite jusqu'au second tonneau, proche du départ. Ce tonneau est contourné à main gauche. En essayant de maintenir sa vitesse et de ne pas prendre un virage trop large qui lui ferait perdre du temps, il achèvera son parcours en se dirigeant vers le troisième tonneau, qui est le plus éloigné du départ. 30 mètres séparent chacun des tonneaux. À grande vitesse et toujours sans freiner, il se prépare à tourner une dernière fois sur la gauche avant de fondre sur la ligne de départ, distant alors de presque 50 mètres. Quand il franchit la ligne, on arrête le chronomètre et on note le temps. Le concurrent écoute les haut-parleurs annoncer son résultat, tandis qu'un autre cavalier est déjà prêt à partir. Ainsi se poursuit la course. Autour des tonneaux, la piste est de moins en moins compacte et les conditions ne sont pas les mêmes pour les derniers concurrents. C'est la raison pour laquelle les concours sont composés de 2 manches courues en fin de semaine, et c'est le meilleur temps de chaque cavalier qui compte. Il doit s'agir de tonneaux métalliques vides, munis de leur couvercle.
Les terrains où se déroulent ces courses doivent être suffisamment grands pour pouvoir freiner le cheval, finir l'épreuve et tourner librement pendant le parcours. Cela limite le risque d'accident. Le parcours autour des tonneaux peut aussi être effectué à main gauche. S'il fait tomber un tonneau, le concurrent est éliminé. Une erreur de parcours est également éliminatoire. Il peut par contre toucher le tonneau avec la main pour l'empêcher de tomber. Une pénalité de 5 secondes peut aussi lui être infligée si son casque ou son chapeau tombe pendant la course. Le jury peut, si bon lui semble, disqualifier un concurrent en cas de violence excessive envers son cheval, avec les éperons, la bride ou la cravache. Chaque concurrent peut monter plusieurs chevaux, mais un cheval ne peut courir qu'une seule fois dans la même épreuve et ne peut pas être monté par plusieurs cavaliers. Les chevaux doivent être sellés et harnachés correctement. Le jury peut d'ailleurs demander à inspecter un équipement qui lui paraît trop agressif pour le cheval. Les 10 meilleurs temps se qualifient pour la finale de l'épreuve. Plusieurs catégories participent aux épreuves, en fonction de l'âge des cavaliers. Il y a Novice Rider, Youth, Junior et Senior. On ne trouve pas toujours de catégorie réservée aux femmes, et certains disent qu'elles sont avantagées par rapport aux hommes car elles sont plus légères. Dans toutes les catégories en cas d'accident, la responsabilité incombe aux concurrents ou aux parents si les concurrents sont mineurs. Le haut-parleur appelle les concurrents. Le départ est proche. L'adrénaline fait monter la tension. Même le cheval est tendu. Le départ est donné et les concurrents n'ont qu'une idée en tête, arriver au bout le plus rapidement possible. Quelques secondes, et on saura si notre performance est payante. Quelques secondes qui viendront récompenser un travail de longue haleine. Faire appel à un vétérinaire dentiste peut sembler une idée farfelue pour un propriétaire de chevaux. Il est pourtant fondamental de connaître les problèmes de dentition auxquels un cheval peut être confronté et qui sont le quotidien d'un dentiste équin. Avant tout, il faut savoir que la mâchoire supérieure est plus large que la mâchoire inférieure, de l'ordre de 30%. Pour cette raison, une partie de la mâchoire supérieure dédiée à la mastication ne touche pas la partie inférieure, ce qui explique que certaines dents du haut ne s'usent pas sur les côtés. En revanche, dans la partie inférieure, c'est l'intérieur des dents qui ne connaît pas d'usure. D'autre part, il faut ajouter que les chevaux sont hypsodontes, c'est-à-dire que leurs dents connaissent une croissance continue à raison de 3 mm par an. L'érosion due à la mastication chez les chevaux d'écurie est de 2 mm par an et le dentiste compensera donc artificiellement ce millimètre qui ne s'est pas usé naturellement. Lorsqu'un cheval vit au pré, ses incisives sont surtout sollicitées pour arracher l'herbe, les plantes et les racines apparentes. Cette usure s'atténue, notamment chez les chevaux qui vivent en écurie. Enfermés dans leur box, ils ne consacrent pas plus de 4 heures à se nourrir, ce qui réduit à 10 000 par jour les mouvements masticatoires. C'est pourquoi les molaires, en raison de la croissance continue des incisives, sont de moins en moins sollicités et n'ont plus un contact optimal. De ce fait, la nourriture n'est pas correctement mastiquée.
Pour qu'un dentiste puisse examiner correctement la bouche d'un cheval sans qu'il n'y ait aucun risque, il lui administre avant toute chose un tranquillisant qui va le détendre et le rendre insensible. Pour ce faire, on appuie la tête du cheval sur une surface dont on peut régler la hauteur pour que la bouche soit au niveau des yeux du vétérinaire. On utilise un ouvre-bouche, le pas d'âne, pour faciliter l'opération et pour permettre d'inspecter et de diagnostiquer les pathologies dentaires de la mandibule et de la mâchoire supérieure. Avant de commencer, il est recommandé de faire un nettoyage de bouche afin d'éliminer les éventuels restes d'aliments. Une lampe frontale facilitera l'observation de l'intérieur de la bouche et c'est avec les doigts qu'on tâte les dents du cheval. Dans certains cas, on peut détecter grâce à l'odorat des anomalies dans une bouche. En effet, une bouche saine ne doit pas dégager d'odeur. Les premières pathologies se remarquent tout de suite, comme les molaires en crochet ou en rampe, ou d'autres anomalies facilement visibles. Un miroir permet parfois de mieux observer toutes les dents en détail et facilite l'observation de zones qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Après cet examen, on établit un programme et une stratégie de correction des anomalies rencontrées. Le travail du dentiste équin consiste surtout à corriger et à soigner les anomalies induites par les changements d'alimentation qui se produisent chez un cheval qui passe de la liberté au box. L'usure anormale des prémolaires supérieurs provoque la formation de pointes qui peuvent blesser la langue et les joues de l'animal lorsqu'il mastique ou qu'il travaille avec le mors dans la bouche. Abaisser l'exposition des premières prémolaires inférieures afin que le mors ne touche pas ses dents est une opération classique. Pour réaliser ces soins, il existe des instruments odontologiques et un matériel spécialisé. Certains sont manuels, d'autres sont électriques. Les lames manuelles sont fabriquées en tungstène pour une meilleure résistance et une meilleure capacité abrasive. On trouve différentes formes pour atteindre les endroits difficiles d'accès et différents niveaux de dureté pour limer toutes les zones. Comme instrument électrique, on trouve les fraises diamantées qui nivellent les dents sans effort. Tous les instruments se complètent pour effectuer des traitements complets et efficaces qui corrigent les malformations, soulagent le cheval et permettent une meilleure mastication. Lorsqu'on a fini le travail sur les molaires, on enlève l'ouvre-bouche et l'on place un instrument qui expose les incisives et permet de les soigner. Maintenant que nous connaissons tout ce qui peut améliorer la vie et le rendement de notre cheval, voici une ultime recommandation. N'hésitez pas à consulter un dentiste équin au moins une fois par an, car ne l'oublions pas, mieux vaut prévenir que guérir. Depuis que l'homme a commencé à apprivoiser le cheval, les accessoires les plus divers ont été inventés, essentiellement pour le confort du cavalier. La selle est sans aucun doute l'élément dont la forme a le plus évolué, pour une efficacité toujours meilleure. Les anciens arçons de selle, en bois, se cassaient facilement, car ils étaient peu flexibles. Pour éviter ce genre de problème, on les a ensuite réalisés en bois laminé, ce qui les rendait plus résistants. Par la suite, on a forgé des arçons en métal bien plus solides, mais qui pour les mêmes raisons se déformaient facilement et créaient des points d'appui non voulus. Actuellement, les selles sont faites le plus souvent en cuir. Plus le cuir utilisé est épais, et plus importante sera la durée de vie de ces selles.
Mais le contact avec le cheval s'en trouvera atténué, car les selles s'adapteront moins au corps. En revanche, plus le cuir est fin et plus la selle s'usera vite, mais le confort sera bien meilleur. Aujourd'hui, on trouve des selles très légères fabriquées à partir de matériaux synthétiques, qui exigent peu d'entretien et qui durent longtemps. On trouve aussi des selles avec des arçons en matière plastique, qui répondent aux besoins d'élasticité. Même en cas de coup, elles retrouvent leur forme initiale et sont également très légères. Dans le monde entier, la selle la plus classique utilisée par la plupart des cavaliers est la selle anglaise. Il est important de connaître les caractéristiques de cette selle avant de l'acheter, et nous allons décrire pour cela les éléments qu'il faut prendre en considération. Il faut avant tout connaître la taille de la selle dont nous avons besoin, car les selles ne sont pas les mêmes pour les grandes personnes et celles de taille moyenne. La taille varie selon les personnes, et de la même façon, la taille des selles est variable. Dans le monde entier, la taille d'une selle se mesure en pouces. On mesure une selle à partir de l'avant de l'arçon jusqu'au trousquin. L'arçon et le trousquin sont les parties les plus élevées de la selle. On peut prendre comme référence la règle mathématique suivante. Une personne d'1,70 m devra choisir une selle de 17 pouces, c'est-à-dire équivalent à sa taille, mais avec un 0 en moins. Une personne d'1,50 m choisira une selle de 15 pouces. Sachant que l'écart entre chaque taille est d'un demi-pouce, il n'est pas difficile de trouver une selle qui s'adapte parfaitement à son propre corps. Les selles anglaises présentent une grande variété de formes et d'accessoires. Si l'on recherche des selles vraiment sûres, il faudra choisir celle dont le siège est bien prononcé. Le siège est la partie incurvée où s'assoit le cavalier. Les selles de dressage ont un siège très creux pour éviter le déplacement du corps. Au contraire, les selles de polo ont un siège peu prononcé pour permettre aux joueurs de se déplacer facilement en avant et en arrière. Le quartier est la partie de la selle qui protège la jambe et la maintient au bon endroit. Les quartiers des selles de dressage sont longs et descendent bas, car la jambe se positionne assez bas et se fléchit légèrement. Les quartiers des selles d'obstacle sont courtes et plus avancées vers l'avant pour que le genou très fléchi puisse s'y poser. Sur ces selles d'obstacle, on trouve à l'avant des éléments appelés taquets qui sont destinés à limiter le mouvement des jambes. En général, ces taquets sont adhérents. Si l'on observe la partie inférieure de la selle, on remarque l'ouverture de l'arçon. Lorsqu'on travaille avec des chevaux grands et forts, l'ouverture de l'arçon devra être large pour que la selle puisse reposer sur la croupe de l'animal. Les selles dont l'arçon est étroit pourront blesser les grands chevaux assez larges, mais elles s'adapteront parfaitement aux croupes fines. Si le garrot de notre cheval est proéminent, nous chercherons une selle avec l'arçon antérieur bien prononcé, pour s'assurer que cette zone entre l'encolure et le dos ne soit pas en contact avec la selle. On évitera ainsi de le blesser. Les couteaux sont les parties sur lesquelles coulissent les étrivières et les étriers. On préférera ceux en acier inoxydable qui permettent un bon fonctionnement et qui ne durcissent pas sous l'effet de la rouille. Quelle que soit la selle que l'on choisira, il faut prendre en compte aussi bien les particularités physiques du cavalier que celles du cheval. En définitive, ce n'est pas le cavalier qui doit s'adapter à la selle, mais bien la selle au cavalier.
Chez tous les animaux, la pratique régulière d'un exercice physique est une excellente habitude. Chez les chevaux, il s'agit du meilleur complément à une bonne alimentation, qui permet de prévenir toutes sortes de maladies et de garantir à l'animal un organisme parfaitement sain. Les bénéfices que retire le cheval lorsqu'il effectue un entraînement visant à le muscler sont d'ordre physiologique et moteur. Dans toutes ses activités, il doit acquérir plus de contrôle et d'agilité. Les êtres vivants ont tous un rythme cardiaque normal et maximal. On désigne par rythme cardiaque normal le nombre de battements cardiaques par minute chez un cheval au repos, calme et immobile. On appelle rythme cardiaque maximal le nombre de pulsations maximum par minute que l'on peut attendre d'un cheval en fonction de son état physique, de son âge, de sa race et de son poids. On peut estimer que le rythme cardiaque maximal d'un cheval est de 220 pulsations minutes. De manière générale, il existe deux types d'activités physiques auxquelles peut se soumettre un cheval, l'aérobie et l'anaérobie. Un exercice est dit aérobique lorsque le rythme cardiaque du cheval est inférieur à 80% de sa capacité maximale. Au contraire, lorsque le cheval travaille et dépasse les 80% de sa capacité cardiaque, alors l'exercice est dit anaérobique. Les exercices anaérobiques sont des activités physiques dont l'intensité et la courte durée entraînent une diminution de l'oxygène dans le sang. Ces exercices ont pour objectif d'augmenter la force en tonifiant le muscle par des contractions, ce qui contribue à la minéralisation des os. Chez les animaux, les exercices anaérobiques ne sont pas destinés à brûler les graisses, mais plutôt à développer leur force et la tonicité de leurs muscles. On peut citer comme exemple la course entre les tonneaux, entre les piquets et la course courte. Lors d'exercices anaérobiques, les chevaux brûlent leur énergie et atteignent leur puissance maximale. Mais ce type d'énergie ne peut être sollicité pendant plus de 25 secondes au cours du même exercice. Par exemple, lors d'une course de 1500 mètres, on pourra utiliser la puissance anaérobique pendant 10 secondes au début et 15 secondes à la fin. De cette manière, l'énergie sera correctement répartie. Si l'on sollicite la puissance maximale pendant plus de 25 secondes au cours du même exercice, on va épuiser les réserves d'énergie cellulaire qui ne seront récupérées que lorsque le muscle se sera suffisamment reposé. Il n'y a aucune méthode qui permette de compenser la fatigue quand elle survient. Il faut seulement attendre, en faisant marcher le cheval jusqu'à ce que la respiration retrouve son rythme normal, un temps physiologique dont a besoin le muscle pour récupérer l'oxygène et retourner ainsi à l'état initial. Les exercices anaérobiques se divisent en 3 groupes selon l'effort demandé. Ces groupes sont 1. Exercices exécutés avec le propre poids du corps. Si l'on tient compte des lois biomécaniques, les exercices réalisés avec le poids du corps peuvent stimuler des masses corporelles importantes en insistant sur la force, la coordination, l'équilibre et le contrôle kinesthésique, tout en respectant les limites physiques et corporelles de chaque spécimen. Freiner, reculer puis partir au galop est un exercice de puissance qui dote le cheval d'une importante musculature. Pour développer la musculature de la partie postérieure du cheval, un exercice classique consiste à le faire accélérer très fort, puis ralentir, le tout sur une distance de 50 mètres. « 2. Exercice exécuté avec des appareils de travail. Ce type d'exercice permet de faire travailler localement et spécifiquement chaque partie du corps. L'instrument classique utilisé pour les chevaux est le treadmill, un tapis mécanique avec commande électronique
sur lequel on fait monter le cheval. Ces tapis permettent de mesurer l'intensité et la vitesse de l'exercice. L'inclinaison du tapis et l'effort réalisé par le train avant ou le train arrière permettent également de mesurer en permanence le rythme cardiaque, l'échange gazeux respiratoire et la pression sanguine. La même machine permet de déterminer les temps d'anaérobiose pendant lesquels chaque animal est capable de travailler. Exercices exécutés avec un poids ou avec un cavalier en selle. Même s'il s'agit d'exercices peu pratiques et peu sûrs, ils sont parfois utiles, car ils font travailler la coordination, l'équilibre et aident parfois à détecter d'éventuels déséquilibres ou dysfonctionnements entre les différentes parties du corps. D'autre part, ce genre d'exercice requiert un dressage préalable, car l'animal doit être dressé et avoir les connaissances nécessaires pour réaliser ces exercices sans aucun danger. Chaque exercice anaérobique doit être suivi par un travail d'étirement et d'extension des muscles qui permet d'améliorer la souplesse articulaire et musculaire et contribue en grande partie à prévenir les blessures. Ces exercices peuvent également être utilisés pour traiter un problème en particulier. Par exemple, si un cheval souffre d'une faiblesse des reins, il faudra faire travailler simultanément son dos et sa partie postérieure afin de remuscler, de renforcer et de redonner de la cohésion à cette zone affaiblie tout en réduisant les risques de blessures. Pour cela, il est intéressant d'associer l'activité aérobique et le travail musculaire, car un bon entraînement garantira un corps sain et robuste. Le processus de sélection et d'entraînement d'un cheval d'obstacle est assez long et comporte de nombreuses phases avant les débuts en concours. La naissance, le sevrage, la croissance et enfin le début du travail. À la fin de la croissance, une radiographie doit confirmer que les os et les articulations sont bien solidifiés. Ce point vérifié, on peut commencer à faire travailler le jeune cheval en liberté dans un couloir, d'abord sur des barres au sol et des cavaletti. Quelques séances plus tard, on peut lui présenter un obstacle bas, précédé à 2,50 m d'une barre d'appel au sol, pour lui apprendre à régler ses foulées et à placer sa battue. Peu à peu, il faut lui proposer des droits, des auxerres, mais ils ne doivent jamais dépasser 1 mètre de hauteur tant que le poulain n'a pas achevé sa 3e année. C'est entre 3 et 4 ans que débute le dressage à proprement parler. On peut alors évaluer l'intelligence et le caractère de l'animal. Le travail quotidien développe peu à peu la musculature, renforce les ligaments et discipline progressivement le cheval pour qu'il devienne capable de se concentrer. Une fois que le dressage est suffisamment avancé, on peut aborder le travail au trot sur des lignes de barre au sol. Ces exercices obligent le cheval à coordonner ses mouvements, relevant les membres et allongeant ses foulées pour un franchissement fluide. Au départ, les barres au sol sont placées à 1,30 m l'une de l'autre. Puis, on les éloigne à 1,40 m pour favoriser des foulées plus amples. Le travail se poursuit sur ligne de 4 cavaletti maximum, haut de 25 cm, franchis d'abord au trot. L'étendue d'une foulée de galop de travail est d'environ 4 mètres. On commencera à travailler au galop sur des petits obstacles en ligne, 15 mètres à 17 mètres,
afin que le cheval apprenne à allonger ou réduire son amplitude pour régler sa battue en fonction des distances. Sur 15 mètres, il peut placer 3 foulées longues ou 4 foulées courtes. Sur 17 mètres, il peut placer 4 foulées longues ou 5 courtes. L'exercice consiste à modifier la façon d'aborder les distances, afin que le cheval apprenne à allonger ou réduire ses foulées aisément. S'il entre avec des foulées courtes sur la première distance, il allongera sur la seconde et vice-versa. Il est bien de disposer devant chaque obstacle 2 barres au sol formant comme un entonnoir pour inciter le cheval à sauter bien au centre. Cette méthode d'entraînement développe la force et l'équilibre de l'animal, mais contribue surtout à renforcer la maîtrise et la confiance. Il est recommandé, si la longueur de la piste le permet, de marquer l'entrée et la sortie de la ligne de saut par des plots, pour obliger le cheval à passer là et éviter qu'il prenne l'habitude de couper le tournant ou de bâcler le travail. Une fois que le cheval se montre confiant et à l'aise, on peut commencer l'entraînement sur des sauts de puce. Il s'agit de disposer une ligne de 3 obstacles bas très rapprochés, pour l'obliger à enchaîner les sauts sans interruption. À 2,50 m de l'obstacle d'entrée, on pose une barre au sol qui l'aide à bien placer sa battue. Si l'exercice est exécuté au trot, il faut placer les obstacles à 3 mètres de distance les uns des autres. Si on le fait au galop, il faut les éloigner de 4 mètres. On peut les disposer à 3 mètres, 4 mètres et 4 mètres pour que le cheval saute le premier obstacle au trot et les 2 suivants au galop. Ou au contraire, à 4, 4 et 3 mètres pour qu'il saute les 2 premiers au galop et sorte au trot. On demande toujours des efforts croissants du premier au dernier obstacle. On placera donc d'abord un obstacle bas, puis un second un peu plus élevé, et pour finir, un vertical. On peut aussi disposer en entrée un croisillon, puis un droit, puis pour la sortie, un auxerre. Entre chaque obstacle, il est bien de disposer 2 barres au sol en entonnoir, pour que le cheval reste droit. L'entraîneur peut varier les exercices et accroître la difficulté au fur et à mesure que le cheval acquiert de l'expérience. Il est toutefois recommandé de laisser les obstacles bas, de façon à éviter des efforts inutiles qui pourraient entraîner des lésions articulaires ou tendineuses. Une fois par semaine, le cheval peut enchaîner quelques obstacles plus importants. On peut ainsi évaluer les résultats et les progrès obtenus grâce à l'entraînement, et l'on poursuit de la sorte jusqu'à ce qu'il soit prêt pour son premier parcours en compétition.